Dans un appartement confortable du centre de Portland, Sarah berçait son fils de 8 mois, Noah, tandis que la lumière dorée de l'après-midi filtrait à travers les rideaux. Le bébé lui sourit, et son cœur s'emplit d'une joie qu'elle n'aurait jamais cru possible. En tant que photographe indépendante, travailler à domicile lui offrait la flexibilité d'être présente à chaque instant précieux. Son mari, David, était un avocat d'affaires dévoué, souvent absent en raison de longues heures au bureau, mais toujours affectueux et attentionné les week-ends. Jeudi soir, en rentrant à la maison, David mentionna le traditionnel brunch dominical chez sa sœur, Claire. Sa sœur était une femme d'affaires prospère qui gérait une boutique de vêtements de luxe en centre-ville. Claire et son mari, Marcus, un conseiller financier, vivaient dans un manoir moderne dans la banlieue de Portland. La maison surplombait les montagnes et était décorée avec un goût impeccable qui reflétait le succès de Claire. Lorsqu'ils leur rendirent visite, Claire accueillait toujours Noah avec enthousiasme, le prenant dans ses bras et le couvrant de baisers. Marcus restait généralement dans le salon, absorbé par sa tablette, levant occasionnellement les yeux pour sourire poliment. Sarah se sentait chanceuse d'avoir une belle-sœur aussi brillante et apparemment généreuse. Claire apportait souvent des cadeaux coûteux pour Noah, des vêtements de marque, des jouets importés, du mobilier de puériculture sophistiqué. Au début, Sarah était reconnaissante, mais elle avait récemment commencé à remarquer quelque chose de différent. Les cadeaux s'accompagnaient de commentaires subtils. « Je pensais que Noah avait besoin de plus jolis vêtements », disait Claire avec un sourire, ou « Vous devriez vraiment investir dans des produits de meilleure qualité pour son développement ». Sarah essayait de ne pas le prendre personnellement. Après tout, Claire voulait seulement le meilleur pour son neveu. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont sa belle-sœur tenait Noah, comme si elle l'évaluait, le mesurait à l'aune d'une norme invisible. Pendant les brunchs, Claire parlait sans cesse de ses réussites professionnelles, des voyages qu'elle faisait, des restaurants exclusifs qu'elle fréquentait. David écoutait avec fierté, admirant manifestement sa sœur aînée. Sarah se sentait parfois insignifiante en comparaison, simple photographe indépendante travaillant à domicile, sans le prestige d'une carrière en entreprise. Un dimanche matin, alors que Sarah préparait du café dans la cuisine de Claire, elle entendit des voix basses provenant de la terrasse. Elle s'approcha silencieusement et reconnut les voix de Claire et Marcus. Ils discutèrent de quelque chose avec une intensité inhabituelle. Sarah ne voulait pas espionner, mais les mots « tentative » et « clinique » captèrent son attention. Elle resta immobile, à l'écoute. « Ça fait 18 mois, Marcus. » La voix de Claire était chargée de frustration. 18 mois d'injections, d'hormones, d'espoir et de déception. Le médecin a dit que mes chances diminuent à chaque cycle. Marcus répondit d'un ton réconfortant mais las. « Je sais, chérie. Mais nous ne pouvons pas encore abandonner. Peut-être que la prochaine tentative fonctionnera. »« Et si ça ne marche pas ?» demanda Claire, la voix brisée. « Tout le monde autour de nous a des enfants. Mon assistante vient d'annoncer sa 2e grossesse. Elle a 23 ans, Marcus. Et regarde-moi, 37 ans, réussissant dans tout sauf la seule chose qui compte vraiment. » Sarah sentit son cœur se serrer. Elle n'avait aucune idée de ce que Claire et Marcus traversaient. Silencieusement, elle se retira dans la cuisine, assimilant ce qu'elle venait d'entendre. Soudain, les commentaires de Claire sur les produits coûteux et le développement de l'enfant prenaient tout leur sens. Ce n'était pas de la critique, c'était de la douleur déguisée. Ce soir-là, Sarah raconta à David ce qu'elle avait accidentellement entendu. Il soupira profondément, prenant sa tête entre ses mains. « Je savais qu'ils essayaient, mais je n'avais pas réalisé à quel point cela affectait Claire. Elle a toujours été si forte, si maîtresse d'elle-même. Elle ne montre jamais sa vulnérabilité. Devrions-nous lui parler ? Demanda doucement Sarah. David secoua la tête. Claire détesterait savoir que nous avons entendu. Elle chérit son intimité par-dessus tout. Soyons simplement plus compréhensifs et sensibles. Dans les semaines qui suivirent, Sarah fit un effort conscient pour ne pas mentionner les étapes de développement de Noah près de Claire. Elle commença également à accepter les cadeaux coûteux avec plus de grâce,
réalisant que c'était la manière pour Claire de se connecter d'une certaine façon avec son neveu. Les visites devinrent plus fréquentes. Claire commença à les inviter non seulement pour le brunch du dimanche, mais aussi pour des dîners en semaine. « Je veux juste passer plus de temps avec mon neveu », expliquait-elle avec un sourire. David était heureux de ce rapprochement, et Sarah, malgré un léger malaise, acceptait. Claire se mit à proposer de garder Noah. « Vous et David avez besoin d'une soirée pour vous », insistait-elle. « Laissez-moi Noah pour quelques heures. J'adorerais passer du temps de qualité avec lui. » Sarah hésita au début, mais David l'encouragea. « Claire est ma sœur. Elle aime Noah. Et elle a raison. Nous avons besoin de temps pour nous. » À contre-cœur, Sarah accepta. La première fois qu'ils laissèrent Noah avec Claire se passa sans encombre. Quand ils revinrent le chercher après le dîner, le bébé dormait paisiblement dans la poussette, dernier cri que Claire avait acheté spécialement pour ses visites. « il a été un ange », rapporta Claire, les yeux brillants d'une lueur que Sarah ne parvenait pas à identifier complètement. De la satisfaction? De la possessivité? Elle chassa cette pensée. Mais après la 3e fois qu'ils laissèrent Noah à Claire, Sarah remarqua quelque chose d'étrange. Le bébé semblait plus irritable que d'habitude. Il pleurait davantage pendant la nuit et refusait de téter correctement le lendemain. Sarah en parla à David, qui rejeta cela comme une phase normale. « Les bébés ont de mauvais jours », dit-il distraitement, absorbé par des documents de travail. « Ce n'est rien. » Pourtant, l'instinct maternel de Sarah était en alerte maximale. Elle commença à prêter plus d'attention au comportement de Noah après les visites chez Claire. Le schéma devint indéniable. Chaque fois qu'il passait du temps seul avec Claire, Noah revenait plus agité, plus difficile à calmer. Sarah partagea ses observations avec la pédiatre lors de la visite de routine des 9 mois. Le médecin examina attentivement Noah et déclara qu'il était en bonne santé, mais suggéra que les changements d'environnement pouvaient l'affecter. Certains bébés sont plus sensibles que d'autres. Essayez peut-être de maintenir une routine plus constante. Armée des conseils de la pédiatre, Sarah suggéra gentiment à David de limiter le temps que Noah passait chez Claire. David réagit de manière défensive. « Tu es en train de dire que ma sœur fait quelque chose de mal ? Claire adore Noah. Elle serait incapable de lui faire du mal. » La conversation se termina par une dispute tendue, la première dispute sérieuse qu'ils aient eue en des mois. Sarah se sentit isolée, se demandant si elle était paranoïaque. 2 semaines plus tard, Claire appela avec une invitation spéciale. « Marcus et moi organisons un événement caritatif chez nous samedi. Ce sera une soirée élégante avec une vente aux enchères silencieuse pour la fondation locale pour enfants. Vous devez venir, et bien sûr, amenez Noah. Nous aurons une nounou professionnelle qui s'occupera de tous les enfants dans la salle de jeu au 2e étage. » David accepta immédiatement, enthousiasmé par l'opportunité de réseautage. Sarah essaya de refuser poliment, prétextant que Noah ne se sentait pas bien, mais Claire insista. « C'est justement pour ça que vous avez besoin d'une soirée pour vous amuser. La nounou que nous avons engagée a 20 ans d'expérience. Noah sera entre de très bonnes mains. » Samedi soir, Sarah enfila une simple robe noire, tandis que David portait son plus beau costume. Ils arrivèrent au manoir de Claire pour trouver l'endroit métamorphosé. Des guirlandes lumineuses blanches étaient suspendues aux arbres du jardin. Des serveurs circulaient avec du champagne, et un petit orchestre jouait de la musique classique. Claire était éblouissante dans une robe de créateur bleu marine, saluant les invités avec une élégance consommée. Quand elle vit Sarah et David avec Noah, elle s'approcha rapidement. « Laissez-moi emmener mon magnifique neveu dans la salle de jeu, » dit-elle en tendant les bras. Sarah hésita, serrant Noah plus fort contre elle. « Je préférerais le garder avec moi ce soir. » Une ombre d'irritation traversa le visage de Claire, avant de se transformer en une expression de sollicitude. « Sarah, tu as l'air épuisée. Profite de la soirée. Fais-moi confiance. » David prit doucement Noah des bras de Sarah et le tendit à Claire. « Elle a raison, chérie. Tu as besoin de te détendre. » Alors que Claire montait les escaliers avec Noah, Sarah sentit une vague d'anxiété. Elle essaya de profiter de l'événement, discutant avec d'autres invités, admirant les articles de la vente aux enchères,
Mais son esprit était constamment au 2e étage. À plusieurs reprises, elle suggéra de monter voir Noah, mais David la retint. « Tu es surprotectrice. Claire a dit que la nounou nous appellerait s'il y avait le moindre problème. » Vers 22h, Sarah n'en pouvait plus. Discrètement, elle s'éloigna de la foule et monta les escaliers. Le couloir du 2e étage était silencieux, éclairé seulement par de discrètes veilleuses. Elle se dirigea vers la salle de jeu, mais s'arrêta en entendant des voix provenant d'une porte entr'ouverte à proximité. C'était le bureau privé de Claire. Sarah reconnut la voix de sa belle-sœur et celle de Marcus. « Je ne sais pas si je peux faire ça, » disait Marcus, la voix tendue. « Nous en avons discuté 1000 fois, » répondit Claire, impatiente. « C'est la seule solution qui ait du sens. Ils sont jeunes. Ils peuvent avoir un autre enfant. Pas nous. Le temps presse pour moi. » « Mais c'est mal, Claire. C'est profondément mal. Ce qui est mal, c'est que l'univers me refuse la maternité alors que je serais une mère parfaite. J'ai les ressources, l'éducation, la stabilité. Qu'est-ce que Sarah a? Une carrière médiocre, un mari qui est à peine à la maison. Noah mérite mieux. » Sarah sentit son sang se glacer dans ses veines. Elle ne pouvait pas bien entendre. Silencieusement, elle poussa la porte un peu plus, juste assez pour voir à l'intérieur. Claire se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Marcus était assis dans le fauteuil en cuir, l'air torturé. « Et si on se fait prendre ?» demanda Marcus. « Nous ne nous ferons pas prendre. J'ai tout planifié méticuleusement. Demain, quand ils viendront chercher Noah, je dirai qu'il a eu une crise de larmes incontrôlable. Je suggérerai, en tant que tante inquiète, que Sarah souffre peut-être de dépression post-partum et ne s'occupe pas correctement de lui. Je sèmerai les graines du doute. Au cours des prochaines semaines, je documenterai des inquiétudes concernant sa négligence. David me fait une confiance aveugle. Quand nous appellerons les services de protection de l'enfance, il sera de notre côté. » Sarah plaqua une main sur sa bouche pour étouffer un cri. Ce ne pouvait pas être réel. Cela ne pouvait pas arriver. Marcus se leva, s'approchant de Claire. « Et après ? Tu penses vraiment qu'on peut simplement prendre Noah ? Avec les allégations de négligence documentées, le dossier médical de Sarah que je présenterai comme preuve d'instabilité mentale, et notre position financière et sociale, oui, je connais des avocats, je connais des juges. Nous obtiendrons la garde. Et une fois que Noah sera légalement avec nous, David finira par l'accepter. Il fait toujours ce que je dis. » Sarah recula, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Elle devait récupérer Noah et partir d'ici immédiatement. Courant silencieusement dans le couloir, elle trouva la salle de jeu. La nounou, une femme âgée à l'air doux, était assise dans un fauteuil, regardant son téléphone pendant que 3 enfants dormaient sur des matelas portables. Noah était parmi eux, dormant paisiblement. « Je dois prendre mon fils », dit Sarah, la voix tremblante. La nounou parut surprise. « Il est déjà l'heure de partir ? Madame Claire a dit que la soirée se terminerait à minuit. »« Nous avons une urgence, » mentit Sarah, en prenant doucement Noah. Le bébé bougea mais ne se réveilla pas. Elle le serra contre sa poitrine et descendit rapidement les escaliers, cherchant David dans la foule. Quand elle le trouva en conversation avec un groupe d'hommes d'affaires, elle le tira par le bras avec urgence. « Nous devons partir. Maintenant. » David fronça les sourcils. « Que s'est-il passé ? Noah va bien ? » « Je t'expliquerai dans la voiture. S'il te plaît, David, fais-moi confiance. Nous devons partir d'ici tout de suite. » Quelque chose dans l'expression de Sarah dut convaincre David de la gravité de la situation. Ils prirent rapidement congé de quelques invités et sortirent par la porte d'entrée sans chercher Claire. Dans la voiture, tandis que David conduisait, Sarah lui raconta tout ce qu'elle avait entendu. Au début, David était incrédule. « Tu as du mal comprendre. Claire ne ferait jamais... » « J'ai entendu chaque mot, David. Ta sœur complote pour nous enlever notre fils. Elle veut utiliser de fausses allégations de négligence pour obtenir la garde. » David resta silencieux un long moment, les jointures de ses doigts blanchissant sur le volant. « J'ai besoin de preuves. Je ne peux pas croire que ma sœur soit capable de ça.
juste sur la base d'une conversation que tu as entendue en partie. En partie, Sarah sentit la colère monter. J'en ai assez entendu pour savoir que nous sommes en danger, que Noah est en danger. Cette nuit-là, aucun d'eux ne dormit. Tandis que Noah dormait paisiblement dans son berceau à côté de leur lit, Sarah et David discutèrent à voix basse et tendue jusqu'à l'aube. David était partagé entre la loyauté envers sa sœur et la protection de sa famille. Sarah était déterminée à protéger son fils à tout prix. Dimanche matin, le téléphone de David sonna. C'était Claire, la voix inquiète. « David, il faut qu'on parle. Je suis vraiment inquiète pour Sarah. Hier soir, elle a agi très bizarrement. Elle a pris Noah et est partie en courant sans explication. Je pense qu'elle souffre peut-être de dépression postpartum. En tant que sœur et tante, je sens qu'il est de ma responsabilité de dire quelque chose. » Sarah, qui écoutait via le haut-parleur, eut la nausée. Tout commençait exactement comme Claire l'avait prévu. David regarda sa femme et à cet instant, prit une décision. « Claire, je dois te dire quelque chose. Sarah a entendu ta conversation avec Marcus hier soir. Nous sommes au courant de ton plan. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Puis Claire rit, un rire froid et calculé. « Un plan ? Quel plan ? » Sarah espionnait une conversation privée et a clairement mal interprété les choses. Cela ne fait que confirmer ce que je pense de son instabilité mentale. « Claire, arrête, » dit fermement David. « Je te connais. Tu obtiens toujours ce que tu veux, peu importe le prix. Mais pas cette fois. Reste loin de ma famille. » « Ta famille ?» La voix de Claire devint venimeuse. « C'est moi, ta famille, David. Je suis ton sang. Cette femme n'est que quelqu'un que tu as épousé. Et ce bébé, il mérite mieux que ce qu'une mère instable et un père absent peuvent lui offrir. » David raccrocha, tremblant. Sarah le serra dans ses bras, et pour la première fois depuis le début de cette affaire, sentit qu'ils avaient une chance de surmonter cela ensemble. Mais le lundi matin, la situation s'envenima. Une assistante sociale du département des services de protection de l'enfance se présenta à leur porte. Un signalement anonyme avait été fait pour négligence infantile. La femme, professionnelle mais froide, demanda à entrer et à inspecter l'appartement. Sarah, sous le choc, la laissa faire. L'assistante sociale examina chaque pièce, prenant des notes sur un porte-bloc. Elle regarda dans le réfrigérateur, vérifia les réserves de couches, examina le berceau de Noah. « Tout semble en ordre ici, » dit-elle finalement. « Mais je devrais effectuer des visites de suivi. Les allégations mentionnaient des épisodes de comportement erratique de la mère et une possible dépression postpartum non traitée. »« Qui a fait ce signalement ?» exigea Sarah, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Les signalements sont anonymes, madame. Je comprends que ce soit stressant, mais notre seul intérêt est le bien-être de l'enfant. » Après le départ de l'assistante sociale, Sarah s'effondra. Claire mettait sa menace à exécution. David appela immédiatement un avocat, un collègue de son cabinet spécialisé en droit de la famille. L'avocat, Robert Chen, était un homme sérieux d'une quarantaine d'années, réputé pour être impitoyable si nécessaire. « Vous devez tout documenter », les instruisit Robert lors de leur réunion à son bureau. Chaque interaction avec Claire, chaque appel, chaque texto. Nous devons constituer un dossier montrant un schéma de harcèlement et de fausses allégations. Mais comment prouver que c'est Claire qui a fait le signalement s'il est anonyme ? Demanda Sarah. Robert sourit légèrement. Il y a des moyens. Plus important encore, nous devons être proactifs. Je suggère que Sarah passe une évaluation psychologique volontaire pour prouver qu'il n'y a pas de dépression postpartum. Nous devrions également faire examiner Noah par un pédiatre indépendant pour documenter son excellent état de santé et les soins qu'il reçoit. Dans les semaines qui suivirent, Sarah subit une batterie d'évaluations psychologiques. C'était humiliant et épuisant de répondre à des questions intimes sur ses pensées, ses sentiments et sa capacité à être mère. Mais les résultats furent clairs. Elle était une mère mentalement stable et compétente.
Noah fut également examiné par un pédiatre de renom qui documenta que le bébé était au-dessus de la moyenne pour toutes les étapes de développement et manifestement bien soigné. Pendant ce temps, Claire intensifia ses efforts. Elle se présenta à leur appartement sans prévenir, se disant inquiète et ayant besoin de voir Noah. Lorsque Sarah refusa de la laisser entrer, Claire appela David en pleurant, accusant Sarah de l'éloigner de son neveu. David, à son honneur, resta ferme. « Tu as franchi une ligne, Claire. Tant que tu ne reconnaîtras pas ce que tu as fait et que tu ne chercheras pas de l'aide, tu n'auras aucun contact avec notre famille. » Claire tenta alors une approche différente. Elle commença à apparaître dans les endroits que Sarah fréquentait, le café où elle travaillait parfois, le parc où elle emmenait Noah en promenade, et même la clinique pédiatrique. Elle gardait toujours ses distances, se contentant d'observer, mais sa présence était indéniable et dérangeante. Sarah se sentit traquée dans sa propre ville. Robert Chen suggéra de demander une ordonnance restrictive. Nous avons suffisamment de preuves de harcèlement. Elle crée clairement un schéma de comportement obsessionnel. L'audience pour l'ordonnance restrictive fut fixée un jeudi après-midi. Sarah et David arrivèrent au tribunal avec Robert, préparés avec des classeurs remplis de preuves, relevés d'appels, messages textes, photos de Claire apparaissant dans des lieux où se trouvait Sarah, témoignages écrits de voisins ayant été témoins du comportement erratique de Claire. Claire se présenta avec sa propre avocate, une femme élégante aux cheveux argentés nommée Victoria Hartwell, connue pour représenter des clients fortunés dans des litiges familiaux complexes. Claire était impeccablement vêtue, son expression de sollicitude soigneusement étudiée. Lorsque la juge, l'honorable Margaret Foster, appela l'affaire, Robert Chen présenta ses arguments. Il décrivit méthodiquement le comportement de Claire, la conversation entendue sur le plan d'enlever Noah, le signalement anonyme au service de protection de l'enfance, le harcèlement persistant. Sarah témoigna, la voix ferme malgré ses nerfs, relatant exactement ce qu'elle avait entendu ce soir-là dans le bureau de Claire. Victoria Hartwell contre-attaqua avec efficacité. « Madame la juge, ce que nous avons ici est une jeune mère qui interprète à tort l'inquiétude sincère d'une tante aimante. Ma cliente, Madame Claire Winters, a une réputation irréprochable dans la communauté. Elle dirige une entreprise prospère, contribue généreusement à des œuvres caritatives locales et souhaite simplement le meilleur pour son neveu. La conversation que Madame Sarah Reed prétend avoir entendue a été sortie de son contexte. Ma cliente et son mari discutaient de leur propre lutte contre l'infertilité et exprimaient leur frustration, sans comploter quoi que ce soit. Et qu'en est-il du signalement au service de protection de l'enfance ? Demanda la juge. Il n'y a aucune preuve que ma cliente ait fait ce signalement, répondit doucement Victoria. Comme nous le savons, ces signalements sont anonymes pour une bonne raison. Toute personne préoccupée par le bien-être d'un enfant peut en faire un. Robert Chen présenta alors une preuve cruciale. Madame la juge, j'aimerais attirer votre attention sur la pièce D de notre dossier. Il s'agit d'un relevé d'appel téléphonique montrant que Madame Winters a appelé la ligne d'assistance de la protection de l'enfance le dimanche matin, environ 9 heures après la fête chez elle. Nous avons obtenu ce relevé par une assignation en bonne et due forme. Le visage de Claire blêmit. Victoria Hartwell feuilleta rapidement ses papiers, ne s'attendant manifestement pas à cette révélation. La juge examina attentivement le document. « Madame Winters, avez-vous quelque chose à dire à ce sujet ?» Claire se leva, son sang-froid s'effritant. J'étais inquiète. J'ai vu des comportements qui m'ont alarmée. C'était mon devoir moral de le signaler. Quel comportement spécifiquement ? Insista la juge. Claire hésita, cherchant ses mots. Sarah semblait instable. Elle a pris le bébé brusquement et a quitté la fête sans explication. Cela paraissait erratique. Naou, intervint Sarah en se levant, la voix claire. Je venais de vous entendre, vous et votre mari, comploter pour m'enlever mon fils, et je le protégeais. La juge Foster regarda les deux femmes un long moment. Je vais accorder une ordonnance restrictive temporaire. Madame Winters, vous devez vous tenir à une distance d'au moins 150 mètres de la famille Reed. Vous ne pouvez entrer en contact avec eux d'aucune manière.
Nous réexaminerons cette décision dans 60 jours pour déterminer si elle doit devenir permanente. Claire laissa échapper un son étranglé. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est mon neveu. J'ai le droit de le voir. » « Vous avez le droit de demander un droit de visite par les voies appropriées, » dit fermement la juge. « Vous n'avez pas le droit de harceler cette famille. Ordonnance accordée. » En quittant le tribunal, Sarah ressentit une vague de soulagement, mais aussi d'épuisement. David la serra fort dans ses bras. « C'est fini. Elle ne peut plus nous atteindre. » Mais Sarah savait que ce n'était pas tout à fait vrai. La blessure laissée par la trahison de Claire serait durable. La confiance brisée ne serait pas facilement réparée. Dans les semaines qui suivirent, la vie reprit lentement son cours normal. Les visites de l'assistante sociale s'espacèrent, et finalement, l'affaire fut officiellement classée, concluant que les allégations étaient infondées. Sarah se sentit à nouveau en sécurité en emmenant Noah dans ses endroits préférés. David, profondément affecté par la trahison de sa sœur, commença une thérapie pour gérer ses sentiments complexes. 3 mois après l'ordonnance restrictive, David reçut une lettre de Claire. C'était une lettre manuscrite de 5 pages, mêlant excuses, explications et supplications pour obtenir le pardon. Elle admettait avoir agi par désespoir, que son incapacité à avoir des enfants l'avait consumée au point de fausser son jugement moral. Elle reconnaissait avoir tout planifié exactement comme Sarah l'avait dit. La lettre se terminait par une demande, non pas de voir Noah, mais simplement que David sache qu'elle cherchait une aide professionnelle. David montra la lettre à Sarah. « Qu'en penses-tu » Sarah la lut attentivement. « Je pense qu'elle souffre. Je pense qu'elle cherche vraiment de l'aide. Mais je pense aussi que je ne pourrai plus jamais lui faire confiance près de notre fils. » David acquiesça. « Moi non plus. Peut-être qu'un jour, dans un avenir lointain, nous pourrons avoir une sorte de relation. Mais pas maintenant. Et certainement pas avec Noah impliqué. » Ils répondirent brièvement à la lettre, accusant réception de ses excuses, mais indiquant clairement qu'ils n'étaient prêts pour aucune forme de réconciliation. C'était la seule réponse qui leur semblait honnête. 1 an plus tard, Sarah et David avaient retrouvé un nouveau rythme. David avait demandé des horaires plus flexibles à son travail, passant plus de temps à la maison avec sa famille. Sarah développa son activité de photographie, se spécialisant dans les portraits de famille. Ironiquement, son expérience la rendit particulièrement empathique avec ses clients, et son entreprise prospéra. Noah célébra son 2e anniversaire entouré d'amis que Sarah et David avaient cultivés, des gens qui tenaient sincèrement à eux. Aucun membre de la famille de David n'était présent, à l'exception d'un cousin éloigné qui s'était toujours tenu à l'écart du drame. C'était une célébration simple et joyeuse, remplie d'un amour authentique. Alors que Noah détruisait joyeusement son gâteau d'anniversaire, se couvrant de glaçage bleu, Sarah regarda autour d'elle dans la pièce. Ces gens, ces amitiés choisies, étaient sa véritable famille. Les liens du sang ne définissaient pas la famille. L'amour, la confiance et le soutien mutuel la définissaient. Ce soir-là, après le départ de tout le monde et une fois Noah endormi, Sarah et David s'assirent sur le canapé, épuisés, mais contents. « Regrettes-tu parfois » demanda doucement Sarah. « La façon dont tout s'est passé avec Claire, d'avoir perdu ta sœur ?» David réfléchit un long moment. « La sœur que je pensais connaître me manque, mais cette personne n'a peut-être jamais vraiment existé. Claire a toujours été concentrée sur ce qu'elle voulait, a toujours cru qu'elle méritait plus que ce qu'elle avait. Je ne l'ai simplement pas vue jusqu'à ce que cela menace notre famille. » Il prit la main de Sarah. « Je ne regrette pas de vous avoir choisi, toi et Noah. Je ne regrette pas d'avoir posé des limites. Parfois, protéger ce que l'on aime signifie laisser partir ce que l'on pensait aimer. » Sarah posa sa tête sur son épaule, sentant la vérité dans ses paroles. Ils avaient affronté la tempête et en étaient sortis plus forts, plus unis. La trahison qui aurait pu détruire leur famille l'avait finalement renforcée, leur enseignant la valeur inestimable de la confiance, de la communication et du courage de protéger ce qui comptait vraiment. Par la fenêtre, les lumières de la ville brillaient comme des étoiles terrestres. Quelque part là-dehors, Claire vivait sa propre vie, faisant face à ses propres choix. Sarah lui souhaitait de trouver la paix,
mais pas au détriment de la sécurité de sa famille. Certains ponts, une fois brûlés, valaient mieux être laissés en cendres. Et de la terre fertile de ces cendres, de nouvelles connexions, plus saines, pourraient pousser. Le téléphone de Sarah vibra doucement. C'était un texto d'une cliente la remerciant pour les photos de famille que Sarah avait livrées ce jour-là. Le message disait « Vous avez parfaitement capturé l'amour que nous ressentons les uns pour les autres. Merci de voir ce qui est vraiment important. » Sarah sourit. Oui, pensa-t-elle. C'était exactement ce qu'elle avait appris à voir, ce qui était vraiment important. Et c'était ici même, dans cette pièce, à cet instant, avec l'homme qui avait choisi de se tenir à ses côtés, et le fils qu'il protégerait de leur vie. Le cauchemar était terminé. La vraie vie, belle et imparfaite, continuait.